Vous écoutez Arte Radio. En partenariat avec l'INA. Novembre 1945. Un homme descend de voiture rue de Grenelle, dans un quartier chic de Paris. Le 7e arrondissement, c'est là que se trouvent les couvents, les écoles privées prestigieuses et les ministères. Il s'appelle Ambroise Croizat et il vient d'être nommé ministre du Travail. Il entre dans son nouveau bureau. Il voit le beau parquet, les moulures dorées, le grand miroir au-dessus de la cheminée. C'est un monde à des années-lumière de celui où il a grandi. Fils d'ouvrier, Ambroise Croizat a commencé à travailler à 13 ans. Il est devenu syndicaliste, puis député communiste. Et il s'apprête à se lancer corps et âme dans une réforme qui a changé nos vies. La sécurité sociale. Aujourd'hui, la sécurité sociale, ça vous fait peut-être pas rêver. Ça évoque la carte vitale et des trucs un peu relous comme les courriers Amélie. Ou alors le fameux trou de la Sécu, ce gouffre budgétaire qui menacerait d'engloutir l'économie du pays. Le gouvernement accélère l'allure pour limiter le trou de la Sécu. Trou de la Sécu. Trou de la Sécu. 4,5 milliards de francs. Plus de 2 milliards. Les 50 milliards d'euros, 50 milliards. Pourtant, quand elle naît en 1946, la sécurité sociale est révolutionnaire. Et quelque part, elle l'est toujours. La sécurité sociale, c'est ce qui permet de ne pas paniquer quand on se casse une jambe et qu'on ne peut plus aller bosser, ou d'aller chez le dentiste sans vider son compte en banque. C'est un filet de sécurité qui repose sur la solidarité de toute la société. Quand tu es malade, c'est moi qui paie tes indemnités, et réciproquement. En vrai, quand on sort sa carte vitale, on sort un petit bout de communisme de son portefeuille. Ça les rend tout de suite plus sexy, les courriers Amélie, vous trouvez pas ? Je veux vous raconter l'histoire de la Sécu qui a été créée grâce à une union politique très rare, une union liée à la guerre et à la force du mouvement ouvrier et des syndicats. Et ce qui me frappe, c'est que cette réforme, qu'on trouverait aujourd'hui absurdement gauchiste, elle a été mise en place dans un pays ruiné. Alors, comment va s'y prendre Ambroise Croizat, le nouveau ministre dans son bureau là ? Et les autres avec lui ? Parce que comme toujours, vous allez voir, quand on gagne, ça n'est jamais tout seul. Et parfois, on gagne. Des récits de lutte victorieuse d'hier et d'aujourd'hui Qui nous apprennent à résister. Un podcast de Victoire Tuaillon avec Bertrand Guillot et Claire Richard. Réalisé par Annabelle Brouard. Tous les mois sur Arte Radio. Et aujourd'hui, comment inventer le meilleur système de santé au monde ? Nous sommes en août 1944. La guerre est finie. Maintenant, il faut commencer à reconstruire. Pour la première fois, le Conseil national de la résistance parle au peuple de Paris. Monsieur Dasquier du mouvement de libération nationale. Que les têtes des traîtres tombent, parce que c'est la justice. Pendant la guerre, les mouvements de résistance n'ont pas fait que se battre contre l'occupant. Ils ont pensé à l'avenir, au monde qu'ils désiraient construire après. Ils ont donc imaginé des mesures et écrit des programmes. Le plus connu, c'est celui du Conseil national de la résistance, qui fédère tous les mouvements de la résistance intérieure en France. Ce programme est très court, une dizaine de pages, et il porte un joli nom, Les Jours Heureux. On y trouve l'idée d'une sécurité sociale. Nous étions en guerre, en effet, et c'est bien dans la clandestinité, dans la résistance, dans la solidarité de la résistance, qu'il faut chercher l'origine de l'ensemble de la législation sociale que nous avons faite en 1945. Dans cet ensemble, c'est la sécurité sociale qui était la pièce maîtresse, gérée à la fois par les intéressés et par les représentants de l'État. Ce que je trouve remarquable, là, c'est que c'est l'expérience vécue de la solidarité pendant la guerre qui donne naissance à des lois sociales. Dans les mouvements de résistance, la solidarité et l'égalité, c'est pas des concepts, c'est très concret. Il y a des ouvriers, des ouvrières et des bourgeois, des bourgeoises qui travaillent ensemble. Des gens de gauche et des gens de droite, de tous les courants politiques. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas,
Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Sans la solidarité, les réseaux s'effondrent, comme le raconte ce poème d'Aragon, La Rose et le Réséda, écrit en 1944. À la sortie de la guerre, la solidarité, c'est pas un slogan politique, c'est vital. Et tout le monde le sait. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira. Par deux fois et un chancelle. L'autre tombe, qui mourra. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Au total, la Seconde Guerre mondiale a fait 60 millions de morts. En France, plus d'1 demi-million, surtout des civils. Éternel. En août 1944, le général de Gaulle, coiffé de son képi, prend la tête du gouvernement provisoire. Il faut rétablir la démocratie et lancer la reconstruction. En descendant les Champs-Élysées, enivré du plus beau soleil de l'année, le général de Gaulle évoquait la grande pitié du royaume de France. Il percevait ces ruines qu'il avait traversées, ce deuil infini des villages désormais sans nom. Il y a de l'euphorie dans l'air. Avec les soldats états-uniens, les Françaises et les Français découvrent le chewing-gum, le chocolat, le swing. Et pour certaines, comme le raconte la féministe Benoît de Groult, les joies des coups d'un soir avec de beaux Américains. On faisait l'amour avec la liberté retrouvée. Enfin, les instruments de cette liberté. Dans les bras de ces hommes, on célébrait la fin du nazisme, le territoire récupéré, l'espoir de la paix universelle. Ça donnait une dimension historique à nos débordements. L'heure est au travail en commun. On se retrousse les manches. Des milliers de Parisiens descendent à Marseille pour aider à reconstruire le port. Car le pays est en miettes. Des villes entières ont été détruites par les bombes. Au Havre, à Saint-Lô, à Brest, les enfants jouent dans les décombres. La moitié de la population vit dans des logements insalubres. 1 million de personnes sont sans abri. Pour manger, il faut encore des tickets de rationnement. Les vêtements sont rapiécés. La plupart des gens ont les dents pourries. Le niveau de vie des ouvriers est retombé à celui qu'ils avaient en 1860. Dans cet univers, la sécurité sociale, on voit tout de suite à quoi ça sert. Mais pour bien comprendre d'où vient cette idée, faisons d'abord un grand bond en arrière. Parce que la Sécu n'est pas apparue avec la Résistance. L'idée a au moins 2 siècles. Ça nous rappelle que les grands changements ne sortent jamais du chapeau comme ça par magie. Les idées révolutionnaires, elles cheminent très longtemps avant de rencontrer le contexte qui les rend possibles. C'est à la Révolution française qu'on commence à se dire que la nation a des devoirs envers ses citoyens pauvres. Mais cette révolution, elle est faite par des bourgeois, plutôt du genre libéral. Et donc, pour eux, chacun, chacune est censé se protéger tout seul contre les risques de la vie, contre la maladie, la vieillesse, les accidents. Si on a les moyens, il faut mettre de l'argent de côté. Et si on n'en a pas, il faut compter sur la chance ou la charité. Au XIXe siècle, certains ouvriers commencent à prendre en main cette protection et organisent des sociétés de secours mutuels. Quand on cotise, on obtient en contrepartie une certaine protection face aux aléas du travail, les accidents, les maladies, etc. C'est donc une invention du mouvement ouvrier. Beaucoup d'hommes, mais aussi des femmes, qui se révoltent contre leurs conditions de travail indignes et pensent que l'organisation collective, c'est la solution face au patron. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. Grâce aux luttes des ouvriers et des syndicats, l'idée continue de progresser. Et en 1928 et 1930, des lois créent des assurances sociales pour certains salariés. C'est une avancée, mais il y a plein de caisses différentes et le niveau des prestations est très bas. Mais dites-moi, il y a 30 ans, il y a 40 ans,
Comment faisiez-vous sans la sécurité sociale? Ben, on se soignait quand on avait les moyens de se soigner. Mais à ce moment-là, quand il n'y avait pas de sécurité sociale, ma fille a été opérée 2 fois, et ben, je vous garantis que les fins de mois, on ne pouvait pas les faire. Moi, personnellement, j'ai 80 ans maintenant, je suis bien content que la sécurité sociale existe, sans ça, je serais déjà mort. La vie sans la sécu que cet homme décrit, c'est celle que vivent encore aujourd'hui beaucoup de gens aux États-Unis, par exemple, ce pays où on peut finir endetté à vie parce qu'on a eu un cancer, où il est prudent d'économiser pour se payer un accouchement. Mais revenons en France dans les années 30. L'idée d'une sécurité sociale n'enthousiasme pas tout le monde. Déjà, donc, à l'époque, les patrons s'inquiètent du renchérissement du coût du travail par rapport à un marché du travail purement libéral et menacent déjà de délocaliser dans les colonies en disant finalement on trouvera là-bas du travail bien moins cher. C'est drôle de voir comment les arguments du patronat n'ont pas changé en un siècle. Donc, en 1945, il y a déjà des caisses d'assurance, mais tout le monde n'est pas assuré et ça manque de vision politique. Le général de Gaulle, qui a formé son second ministère, le premier de la 4e République, ministère d'Union fondé sur un programme démocratique et hardi, va recevoir à l'hôtel Matignon les membres du nouveau cabinet. C'est ainsi que M. Ambroise Croizat, nouveau ministre du Travail, est un métallurgiste encore tout proche des problèmes qu'il aura à résoudre. Des ministres communistes dans un gouvernement de droite, il n'y en a pas eu d'autres dans l'histoire de France. L'après-guerre est une séquence assez unique, avec l'alignement de plusieurs forces politiques qui vont de la droite chrétienne aux gaullistes jusqu'aux socialistes et aux communistes. C'est une parenthèse qui prolonge l'union de la résistance. Et dans ce moment exceptionnel, toutes les forces politiques sont au moins d'accord sur le grand principe de la sécurité sociale. Ambroise Croizat, le ministre du Travail, est chargé de mettre en œuvre la réforme avec Pierre Laroque, directeur de la sécurité sociale. Ce sont 2 hommes très différents. Ambroise Croizat, je l'ai dit au début, commence très jeune à l'usine et dans le mouvement syndical. Il a connu la misère et même député ne s'est pas embourgeoisé. À l'époque, le Parti communiste perçoit directement les indemnités de ses députés, à qui il reverse l'équivalent d'un salaire d'ouvrier qualifié. Ça permet de financer le parti et de s'assurer que les députés ne s'éloignent pas trop de la vraie vie. Ça aussi, ça donne des idées pour aujourd'hui, je trouve. Pierre Laroque, lui, est haut fonctionnaire, un spécialiste des assurances sociales. Il a quitté le gouvernement de Vichy pour rejoindre la résistance. Très marqué par le Front populaire, il croit énormément, lui aussi, à la sécurité sociale. La première rencontre entre les 2 hommes est plutôt froide. Mais bientôt, ils forment une équipe très efficace. Écoutons plutôt M. Ambroise Croizat, qui s'adresse au Conseil. Nous franchissons aujourd'hui une étape décisive dans l'application du plan de sécurité sociale dont la France peut, à juste titre, être fière. Et ceci est un des caractères les plus originaux du plan français. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. En clair, ça veut dire que les travailleurs siégeront dans des conseils avec les patrons et qu'ils auront les 3/4 des sièges. Français, vous voterez bientôt, comme vous y convie M. Laroque, directeur de la sécurité sociale. Le 24 avril prochain, il va être procédé par toute la France à des élections générales en vue de pourvoir à la désignation des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocation familiale. Ce sont des instruments de solidarité. Comme tels, elles doivent être gérées par les intéressés eux-mêmes ou par les représentants élus qui pourront, mieux que quiconque, orienter l'emploi des fonds et le fonctionnement même des services dans le sens des désirs des travailleurs. Cette idée est centrale. Les travailleurs vont gérer eux-mêmes la sécurité sociale. C'est ça qui en fait un projet de justice sociale. La sécurité sociale sera financée par des cotisations. La cotisation, c'est l'argent que les membres d'un groupe acceptent de verser pour un but commun. C'est très différent de l'impôt, où c'est l'État qui prélève de l'argent et qui décide ce qu'il en fait. Bon, par exemple, imaginez que vous êtes en vacances.
Les cotisations, c'est quand tout le monde met dans le pot commun et fait la liste des menus. Les impôts, c'est quand tout le monde donne de l'argent au chef qui décide ce que tout le monde va manger. Dans le film La Sociale de Gilles Perret, que je vous recommande chaudement parce que c'est très émouvant, l'économiste de gauche Bernard Friot souligne à quel point ce fonctionnement n'allait pas de soi. Il fallait regrouper des centaines de caisses d'affinité, des caisses patronales, des caisses confessionnelles, des caisses syndicales, des caisses mutualistes, enfin, en plus des caisses départementales. Alors bien sûr, le contexte de l'époque est très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Les travailleurs ont un vrai poids politique. Pendant la guerre, une partie de la droite et du patronat s'est largement disqualifiée en collaborant avec les nazis. Du coup, ils sont un peu moins forts qu'avant. Le mouvement ouvrier, lui, est sorti grandi de la résistance. En 1945, il n'y a jamais eu autant d'ouvriers en France. Le Parti communiste représente 29% des voix. Un gros syndicat comme celui de la CGT a plus de 5 millions d'adhérents. Aujourd'hui, elle en a 600 000. Les gosses de Bagnolet sont tous en bonne santé depuis qu'à la mairie de l'ordre a été mis. Les élus ouvriers ont bien su apprécier ce qui manquait aux enfants pour qu'ils soient tous contents. Mais Croizat sait que l'unanimité autour de la Sécu est fragile. Il n'y a pas de temps à perdre et énormément de choses à faire. Il faut unifier les caisses existantes, rassembler les noms des bénéficiaires, créer des locaux. Croizat se tourne donc vers des gens qu'il connaît bien, les militants de la CGT. Les gosses de riches en meurent d'envie, le séjour est tellement bon à Oléron. Dans son film La Sociale, Gilles Perret a rencontré l'un d'eux, Jolfred Fregonara. Je suis le dernier poilu de la sécurité sociale, un des derniers. Les militants comme lui mettent en place les caisses de la sécurité sociale. Ils font du porte-à-porte pour recenser les bénéficiaires. Ils cherchent des locaux, les construisent quand ils n'en trouvent pas. Et ils font ça sur leur temps libre. Comme permanent, on ne comptait pas les heures. Hein. Dans ma vie de militant, j'ai eu 2 dimanches après-midi par mois. Et j'ai eu une épouse formidable. Jamais elle m'a fait un reproche. Jamais elle m'a dit « Oh, j'aimerais que tu restes là. » Jamais. C'était une militante aussi. J'ai eu de la chance. Le bénévolat, le travail et l'énergie que les gens prennent sur leur temps libre, c'est ce qui fait que de grandes avancées peuvent enfin voir le jour. Et c'est encore vrai aujourd'hui. En même pas un an, grâce au travail bénévole de ces militants et militantes, la sécurité sociale est créée. Ils sont restés anonymes et il reste peu d'archives, mais c'est à elles et eux aussi qu'on doit notre sécurité sociale. On était des travailleurs. Donc la sécurité sociale, c'était pour nous. Alors on savait ce qu'on voulait, pour notre bien-être. Désormais, une somme correspondant à 1,5 fois le budget de l'État est gérée par les travailleurs. Jolfred Fregonara siège dans l'un de ses conseils d'administration. Est-ce que vous avez un peu secoué les patrons pour que... Ah justement... oui. Oh camarade. C'est sûr. Ah bah c'était notre boulot, hein. On voulait pas se laisser faire, hein. C'était nous les rois. Nous les rois. Grâce à un contexte politique particulier et à l'engagement bénévole et passionné de militants aujourd'hui oubliés, une idée ancienne et splendide, celle qui dit que tout le monde a droit à la protection et aux soins, est devenue la sécurité sociale. Et comme le dit l'historien Michel Étiévant, c'est une réussite qui va bien plus loin que la protection contre la maladie ou la vieillesse. La sécurité sociale, ça n'est rien que le droit de vivre. Et pour moi, Croizat, c'est d'abord ça. Avant tout le corpus de loi qui nous laisse, c'est cet homme qui entre ici et qui dit « Enfin, nous allons en finir avec les angoisses du lendemain. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. Désormais, la retraite ne sera plus l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Et nous ferons de la vie autre chose qu'une charge ou un calvaire. » Moi, je me demande, quelles sont les idées qui paraissent folles aujourd'hui, qui seront peut-être appliquées dans 2 siècles ? Le revenu universel ? L'abolition des frontières ? La destruction de toutes les prisons ? La décroissance économique ?
L'interdiction totale des énergies fossiles? Ou l'interdiction des avions, sauf ceux en papier? Je rêve de le savoir. J'espère juste qu'il ne faudra pas passer par une nouvelle guerre mondiale pour les obtenir. Et parfois, on gagne. On l'a vu, sans les syndicats et la menace de la grève, pas de sécurité sociale. Qu'en est-il aujourd'hui? Karel Yon, sociologue et politiste, chercheur au CNRS, analyse le mouvement syndical contemporain. Il a coécrit un manuel de sociologie politique du syndicalisme. Il nous explique que si les rapports de force sont bien différents entre 1945 et aujourd'hui, ça ne veut pas dire que rien n'est possible. Même si en 1945, c'était plus facile d'organiser des mouvements de grève. Il y avait une culture de la grève, il y avait une conflictualité sociale plus forte, mais c'est... En fait, les cultures, elles s'acquièrent, ça s'apprend en fait, la grève. Et on est surtout dans un contexte où le monde du travail se caractérise par l'existence de très fortes concentrations ouvrières. C'est beaucoup plus facile d'organiser une grève quand on est dans une usine automobile de milliers de travailleurs où il y a une place centrale, où on peut s'adresser un peu à tout le monde à des heures précises où, en fonction des 3-8, les uns embauchent ou débauchent, que dans le monde du travail actuel où les salariés ont des dizaines de statuts différents sur un même lieu de travail. Ils embauchent ou ils débauchent à des heures complètement différentes les uns des autres. Ils n'ont même pas forcément le même patron. Certains sont en CDI et peuvent se permettre de faire grève parce qu'ils n'auront pas la crainte de ne pas être réembauchés, alors que les intérimaires ou les CDD, ils sont obligés d'y réfléchir à 2 fois. Donc la culture de la grève, c'est surtout aussi le reflet de conditions sociales et politiques qui permettent aux syndicats d'organiser collectivement la grève. De ce point de vue-là, il y a effectivement une grosse différence avec la situation actuelle où les syndicats, ils sont surtout en capacité de faire des démonstrations de force militante, par exemple, en organisant des manifestations de masse. Mais l'organisation de conflits du travail dans les entreprises, c'est beaucoup plus dur. Et aujourd'hui, les grèves, elles sont souvent beaucoup plus courtes. Elles impliquent moins de salariés parce que c'est plus difficile, c'est plus coûteux, c'est plus risqué de faire grève. Mais ça ne veut pas dire que ça paye moins. Donc aujourd'hui, si on veut gagner des choses, il faut syndiquer? Oui, plus que jamais. En plus, on a vu le taux de syndicalisation rebondir un petit peu ces dernières années, là, à la fois à l'issue pendant le mouvement des retraites et l'année suivante dans le cadre de la mobilisation des syndicats en soutien au nouveau Front populaire là, pour faire barrage à l'extrême droite. Moi qui étudie de près les organisations syndicales, on a vu arriver de nouvelles générations de militants. Et se syndiquer, c'est important parce que ça permet de ne pas être tout seul ou toute seule dans son coin. C'est important aussi que les nouvelles générations investissent les syndicats parce que pour que les syndicats soient à la page, il faut qu'ils soient confrontés aux problématiques des nouvelles générations, aux problématiques de précarité, aux problématiques de discrimination, à tout un tas de problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leurs activités diverses et variées. Et puis se syndiquer, c'est aussi trouver un cadre pour discuter avec ses collègues à la fois de son travail, de son utilité sociale ou pas, et puis s'approprier justement cette histoire des luttes sociales, de toute cette capacité révolutionnaire que le syndicalisme a développée au fil de son histoire. Donc je pense que c'est à la fois extrêmement important en termes tout simplement de construction, de protection individuelle et collective de se syndiquer, mais aussi en termes de formation, d'apprentissage, de formation culturelle, j'ai envie de dire, et politique plus fondamentalement. Et aussi pour pouvoir imaginer des projets aussi révolutionnaires que l'a été la Sécu. Ouais, et contrairement à l'image qu'on pourrait avoir aussi de syndicats qui sont des structures très bureaucratisées où tout se décide en haut, le syndicalisme, son principe de base, c'est que les travailleurs quand ils décident de s'organiser sur la base d'une entreprise ou d'une activité commune, ils ou elles forment leur syndicat. Et ce syndicat, ensuite, il s'affilie à des organisations qui peuvent être la CGT, la CFDT, Solidaire ou d'autres. Et donc, c'est une organisation qui est très décentralisée en vérité. Donc il y a vraiment des espaces, parfois même c'est le problème inverse, c'est que c'est un peu trop le chaos, mais en tout cas il y a des espaces de prise de parole. Il y a de quoi rencontrer des gens différents, il y a de quoi discuter, et c'est pas du tout une armée où on recevrait les directives du sommet et où il faudrait tous se pointer à 6h du matin pour organiser le piquet de grève. C'est vraiment un cadre. Ou se taper des réunions de 3 heures. Ou se taper des réunions de 3 heures. C'est un cadre de discussion collective et le syndicat, il prend les formes que les travailleuses et travailleurs qui l'investissent veulent bien lui donner. Donc là, on voit que dans la période contemporaine, le syndicalisme est en train de reprendre un peu du poil de la bête. Est-ce que ça veut dire
qu'il peut aussi maintenant avoir un imaginaire aussi puissant que celui qui a donné lieu à la sécurité sociale? Et si oui, ce serait quoi la sécurité sociale d'aujourd'hui pour lequel le syndicalisme pourrait se battre? Le modèle de la sécurité sociale est aujourd'hui vraiment une source d'inspiration. Certains syndicats participent aux réflexions, je pense notamment à la Confédération paysanne, mais autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Un peu l'équivalent d'une carte vitale, mais qui donnerait accès à des productions bio, locales, en circuit court, de fruits et légumes ou autres, qui permettraient justement de favoriser aussi à la fois le bien manger, l'activité économique locale, et puis aussi des formes de travail qui soient en rupture aussi avec l'industrie agroalimentaire et toutes ses conséquences polluantes. Et de ce point de vue-là, on peut tracer un lien direct entre une sécurité sociale de l'alimentation et une sécurité sociale de la redirection écologique. C'est l'idée que, justement, certaines filières industrielles peuvent être très polluantes. Je parlais de l'agroalimentaire, la pollution des nappes phréatiques à cause de l'élevage massif, intensif de porcs ou de cultures diverses et variées. Ça peut être des productions polluantes qui sont appelées à disparaître, comme les automobiles qui fonctionnent à l'essence. Réfléchir à l'extinction de ces filières-là, ça suppose évidemment de ne pas sacrifier le travail de ceux qui y sont aujourd'hui. Donc c'est penser aussi la façon dont les travailleurs et travailleuses de ces secteurs même pourraient être à l'origine d'une réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place, en s'appuyant sur les compétences qu'on a développées, parce qu'il y a tout un tas de savoir-faire professionnels qui sont développés dans tous ces secteurs, mais au service d'une production qui soit écologiquement soutenable et socialement utile. Et ça suppose de redonner la parole aux salariés eux-mêmes et elles-mêmes pour réfléchir à des mesures de transition qui permettraient d'aller vers un système qui soit socialement et écologiquement soutenable. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Et parfois on gagne. En attendant, nous sommes curieux et curieuses d'entendre vos impressions, vos remarques, voire vos suggestions d'histoire. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux ou à l'adresse etparfoisongagne@artefrance.fr. Faites donc circuler ces épisodes à vos amis désenchantés pour leur rappeler que parfois on gagne. À suivre sur Arte Radio.